au travail, hein, puis elle va perdre son poste à cause de vous. On va penser à un facteur qui apporte des lettres. Bon, alors si c'est ma tante, elle n'est pas facteur, elle est factrice d'abord. Hein. Alors, elle va faire quoi? Alors, admettons, vous décidez que ma tante, travaillant au PTT, est factrice. Alors, elle fait quoi? Elle est sur le pas de la porte, après, elle fait quoi? Imaginez n'importe quoi, enfin, il faut bien qu'elle se déplace d'une manière ou d'une autre. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ramasse des lettres et Comme ça, elle sort et elle ramasse des lettres. Qui sont, donc vous la faites sortir, il faut qu'elle aille quelque part, elle va comment, elle fait quoi? elle cherche l'adresse. Parce qu'elle ne sait pas l'adresse de l'endroit où elle travaille. Hein. Non mais écoutez, arrêtez d'insulter ma tante, elle n'est quand même pas aussi idiote que ça. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle va où depuis chez elle? Elle va au bureau, d'accord. Alors comment elle va faire pour aller au bureau, par exemple? Qu'est-ce qu'elle va prendre? Oui, vous la faites habiter où, ma tante? Elle habite où? Imaginez. Elle habite à Paris, d'accord. Bon, alors, admettons qu'elle habite à Paris, voilà. Bon, alors elle va travailler, alors elle y va comment travailler, là? Elle va prendre le métro, voilà, d'accord, elle va prendre le métro. Oh bah, dites... Oh bah, elle dit... Si elle travaille au PTC, elle va pas avoir un gros, enfin, à moins d'être directrice générale, elle va pas avoir un gros poste, ça va lui coûter cher à la fin du mois d'aller tous les jours en TGV travailler, hein. Voilà. Donc, on va dire qu'elle prend le métro, d'accord, oui. Bon, elle descend à sa station de métro, voilà. Elle arrive là, donc, le bâtiment, elle entre, voilà. Bon, d'accord. Bon. D'accord. Alors maintenant, on va imaginer my aunt. She works at the post office. So now, what does she do? So, how does she leave home? Where does she live? Where does she live? She works at the post office and she lives in Paris. Oh, that's funny. Where does she live? In the suburbs. Yes. Do you have the name of the town? No. If she works at the post office, she doesn't live in the suburbs of Paris. It's impossible. Because she works at the post office. She lives nearby. But nearby what? Yes, but where is the post office? Where's the post office? You have to imagine. Where's the post office? Name a place. But there are no post office. Well, you can't find a post office at the Place Vendôme or near the Place Vendôme. That's the point on which I want you to think. Well, je vous ai fait raconter l'histoire de ma tante qui travaille au PTT. Now I'm asking you to tell me the story of my aunt who works at the post office. She's not the same person. She doesn't live in the same place. It's so obvious, you can't see it. Yes? Where does she live? India, Mumbai. What? Why not? Yes, she lives in Mumbai. Yes, let's imagine she lives in Mumbai. Yes, she can work in the post office and live in Mumbai. So how does she get to work? By bus? Train? Yeah, train, bus. Yeah, okay.
gets to her office and then she starts doing her job, etc. Bon, déjà là, on a un tout petit peu avancé, d'accord. Maintenant, quelle équivalence y a-t-il entre Post Office et PTT? Ou quelle différence? Les deux sont les lieux de travail. Oui, d'accord, mais Post Office et PTT. Is there a PTT Mumbai? Both are in different countries, not in the same countries. Culturally different. You are in two different systems. On est dans deux systèmes différents. Les PTT, c'est une institution française. Si donc vous traduisez un roman écrit en anglais, alors en plus en anglais il y a la place dans le monde, qui se déroule au Canada, en Australie, en Inde, en Grande-Bretagne, en Irlande, dans je ne sais trop quel pays africain anglophone, etc., eh bien ce n'est pas possible qu'il y ait de PTT, puisque les PTT c'est une institution française. Voilà. C'était une chose éminemment simple que je vous demandais, que je voulais vous faire trouver pour la raison simple elle aussi que les équivalences sont très souvent totalement impossibles. Parce qu'on produit quelque chose d'absurde. En plus, c'est écrit, c'est purement français. Oui, mais vous savez pas. Donc là aussi, deuxième point, vous ne savez pas lire. Bon, non, entre guillemets, bien entendu. Mais voilà, le diable se cache dans les détails. C'est-à-dire, si on a SNCF, on ne peut pas dire Indian Railways. Eh bien non, C'est ça? exactement. C'est exactement ça. Que depuis tout à l'heure, je ne voulais pas vous le dire parce que je veux que ça soit... Bon, ça a été douloureux, mais je pense qu'en étant douloureux, ça marquera davantage. Bon, vous allez dire après, dans un autre siècle, elle aurait pratiqué les supplices. Mais voilà. Donc, l'équivalence peut poser de très graves problèmes et créer des situations absurdes, quoi. Parce qu'il faut que... On parlait du nom propre hier, le nom propre à côté, c'est rien, quoi. Voilà. Voilà. Mais par contre, pour traduire SNCF ou Indian Rail, on va parler de quoi? Il travaille au chemin de fer. Voyez? Vous ayez trouvé une formule générique qui recouvre le type d'activité professionnelle, mais qui ne soit pas marquée. Voilà. Et c'est pour ça qu'il en parle à l'intérieur des clichés, mais c'est parce que finalement, ces mots fonctionnent presque comme des clichés. Tout ça pour dire que le cliché, bon, il peut convenir, de même que ce type de référent peut convenir, mais pas tout le temps. Voilà. Donc c'était un point sur lequel je voulais un peu m'arrêter. Je n'avais pas prévu de m'y arrêter si longtemps, mais bon, c'est bien qu'on ait... Alors, reprenons justement nos voyages en train. Mais si c'est un cas d'adaptation, est-ce qu'on pourrait faire... Ah! Alors là, faudrait qu'il y ait une sacrée adaptation. Parce qu'en plus, elle a choisi de faire travailler ma tante à Mumbai. Bon, là, elle a peut-être adapté à sa tante à elle, ce qui paraît très logique. Mais là, vous imaginez bien que dans ce type d'adaptation, là, il faut tout adapter. Parce que les vêtements ne vont pas être les mêmes, le mode de transport ne va pas être le même, le type de nourriture, ou sinon ça va paraître vraiment bizarre. Si le contexte culturel est adapté entièrement, alors on peut changer. C'est-à-dire, s'il y a une histoire où le protagoniste travaillait avec le SNCF, et si on a adapté dans un contexte indien, on pourrait dire que le protagoniste travaille avec les Indian Railways, c'est possible. Ben, ça paraît très bizarre,
quand même. Parce que tout ce qui va être décrit, s'il y a beaucoup de descriptions, ça ne va pas correspondre. Voilà, c'est ça. Il était parti, vous voyez, il travaille à bord d'un train, il monte à Paris, il pleut, et après il se trouve il descend à Nice, il passe par le Morvan où il y a de la neige, et il entre dans la vallée du Rhône. Après, il arrive, hop, du côté de Marseille, il commence à rêver, il voit la mer, il y a le soleil, il fait beau, les gens sont en petits vêtements. Et c'est pour ça que je dis là, il faudrait tout adapter. Il faudrait tout adapter. Donc, on peut peut-être imaginer des situations. Alors, ce que vous posez comme question, ça relève pas tant de l'adaptation que de la réécriture. Alors, il y a souvent des auteurs qui font ça. Il y a des auteurs qui font ça. Il existe des auteurs qui font ça. Il y en a une que je connais bien parce que j'ai travaillé dessus et j'ai traduit son adaptation réécriture, qui était une traduction en fait, mais qui n'en est pas une. C'est Nabokov. Il avait écrit un roman russe qui se situait à Berlin, et donc qui après, ce texte a été traduit en anglais, il n'était pas content de la traduction, donc il a décidé de la refaire. Et en fait, il n'a pas refait une traduction, il l'a réécrit, puisqu'il y a des chapitres qui ont disparu. Les personnages ont changé de nom. Ça se situe toujours à Berlin, mais comme il veut en faire un texte plus international pour toucher, voilà. Et donc, il y a plein d'éléments qui changent comme ça. Donc, c'est la réécriture. Il y a un autre cas de réécriture, mais là, ça a été réécriture. C'est pas traduction, mais ça entre dans ce cadre-là. Hier, je vous ai parlé d'une pièce de théâtre d'un Irlandais qui s'appelle John Mellon Johnson, dont le titre est The Playboy of the Western World, qui se situe dans l'ouest de l'Irlande. Ça se passe dans des maisons, vous voyez, des petites maisons, vous voyez, au début du XXe siècle, hein, c'était un pays pauvre encore et tout ça. Et il y a eu un écrivain antillais qui a repris le texte, qui en a fait une adaptation antillaise et qui a adapté le titre, qui c'est devenu The Playboy of the West Indies. Vous voyez, voilà, tout a été transposé. Voilà. Bon, allez. Donc là, on prend les trains. C'est bon. On y trouve quelquefois ces traductions. On va trouver des cas de ce type post office PTT, on va en trouver. Et ça fait, ça va pas du tout, quoi. Ça crée un décalage. Alors, allons-y. Là, tu t'installais de préférence à la fenêtre dans un carré de 4 places libres. Voilà. Alors là, je prends mon texte. Voilà. Alors, tu t'installais. Voilà. Oui, peut-être, voilà, peut-être, on est peut-être dans le. Voilà. Oui, alors, comment est-ce qu'on pourrait. Oui, tu t'installais de préférence. En fait, c'est que bon, quand elle monte dans le train, elle va choisir ces places-là. Oui, c'est ça. Alors, tu t'installais de préférence. Oui, mais si. Je trouve que dans You Prefer, il y a l'idée d'un choix. Ouais, en fait. Moi, je me demande si on pourrait pas mettre quelque chose avec like. Oui, il y a l'idée de chose, mais après on va être un peu dans le calme, vous voyez, chose, preferably, vous voyez. You picked.
seat by the window? Oui, mais comment vous allez traduire de préférence? En disant pique. Parce que quand on pique, on choisit. Non, mais C'est pas ce que ça veut dire, hein. De préférence, ça veut dire que voilà, c'est l'idée de usually, hein, voilà, c'est ça. C'est pas l'idée de seulement choisir, c'est l'idée de voilà. Il y a une espèce de systématisme, voilà, de préférence. Sous-entendu effectivement quand il y a le choix, c'est là qu'elle se met. Like always, you sat on the window. Oh non, parce que ça ne veut pas dire qu'elle est tout le temps là. Ah, d'accord. Ouais. Non, moi c'est pour ça, quand je disais de préférence, liking, vous voyez. Et c'est pour ça que je me demandais si on pourrait pas mettre quelque chose du genre you like to sit by the window, mais voilà. est-ce que ça montre habitude ici? C'est comme habitude? Tu as choisi. Alors c'est pas une habitude parce que on garantit pas ce que je vous avais dit qu'il y a la place, mais il y a ça. C'est-à-dire que d'habitude, c'est ce qu'elle préfère, c'est ce qu'elle veut. Vous voyez, c'est ce qu'elle va prendre. Elle va monter dans le train, elle va monter dans la voiture, elle va regarder. Hein, on part du principe qu'il n'y a pas de place numérotée, hein, bien sûr. Elle va regarder et hop, quand il y a près de la fenêtre et dans un carré de 4 places libres, vous les voyez ces 4 places, hein, 2 et 2 qui se font face, voilà, c'est ça qu'elle prend. Non, parce que si vous dites offended, on ne l'a pas là dans le texte. C'est bon. Il y a quand même au cas où. Parce que là, non, vous ajoutez une notion qui n'y est pas. Alors si vous dites choose, on pourrait mettre, je pense, like. You'd like to choose a seat, pardon. Voilà. Ou you'd like to choose to sit to a seat by the window, quelque chose comme ça. Ou you like to sit. You chose the seat by the window. C'est pas you took. Parce qu'il y a deux préférences. C'est-à-dire que you prefer to take the seat by the window when it is free. C'est ça. Hein? Donc il faut trouver quelques mots qui vont laisser sous-entendre ça. C'est pour ça que, you like to sit by the window. Je ne sais pas si ça fonctionne très bien. You preferably chose a seat by the window. As always, you chose a seat by the window. Et non, parce que c'est pas as always. C'est ce que, voilà. Comme tout à l'heure, on a dit always en fun, on l'a pas ça dans le texte. Oui, c'est comme l'idée de you prefer to sit by the window. Ce n'est pas. Parce que là, on choisit. Oui, c'est ça. Alors, comment est-ce qu'on va dire un carré de 4 places libres? Alors en plus, elle a des exigences parce que elle veut que les 4 places soient libres, hein, de préférence quand il y a 4 places libres. Non, c'est pas c'est pas fermé, hein. C'est juste qu'il y a 2 sièges et 2 sièges comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, souvent vous allez avoir des trains, on est dans des trains de jour où il va y avoir la moitié des sièges qui sont dans le sens de la marche, l'autre moitié dans le siège dans le sens opposé de la marche, ce
qui permet au train d'avoir toujours la moitié des sièges dans un sens ou dans l'autre, parce que un coup il va dans ce sens-là, après il va voyager dans l'autre sens. Et au centre, souvent, bon, je schématise, hein, parce que selon le train, peut-être que ça varie un petit peu, il va y avoir 4 places, voilà, et une table au milieu, voilà. Voilà, parce qu'elle a rangé derrière, voilà, comme ça, voilà. Mm. Oui, est-ce qu'on va dire cubicle section, oui. Mais c'est ce que j'allais dire, cubicle, c'est... Parce que là, c'est pas tout est ouvert, oui. Au bureau, on a des cubicles. Ah oui. Un espace privé. Ouais, voilà. Alors que là, c'est pas un espace privé. C'est complètement ouvert, hein. Tout le monde passe à côté, enfin voilà. C'est vraiment les 4 sièges. Ça, c'est très difficile à rendre aussi, mais ça correspond à un type de train particulier. Mm. Mm. Corner, four-seater. Four-seater. Ah oui, ce serait pas mal l'idée de four-seater. Four-seater corner. Two seats. Alors, dans un carré, in a square force, in a four. Ouais. Oui, je pense. Alors, in a four seater, 4 places libres. Et non, c'est pas un compartment. Parce que là, compartment, c'est. Pardon? Area. Ah oui, area, oui. Hmm. Mais libre. With 3 remaining seats free. Ah, vous donne l'égalité, mais on rallonge quand même. Hein. Ou alors tout simplement à ce moment-là, four seat area, parce que si on met seat et area, ça fait bizarre. Four seat area, mais alors à ce moment-là, 4 places libres, empty. Vacant, oui. Une vacant, voilà. Voilà. Bon, pour essayer de réduire, quoi. Oh, non, non. Oh, section, c'est pas mal, ouais. Oui. Voilà. Bon, alors continuons. Tu posais le front sur la vitre, même si c'était peu confortable, même si ça ne durait pas. You placed, oui, you placed your forehead, your forehead, oui, against the window. Même si ça ne durait pas.
Oui, peut-être, attendez, il faudrait peut-être qu'on regarde un peu ce qu'elle dit après, mais effectivement, même si ça ne durait pas, tu étais souvent gêné par l'espace de quelques centimètres entre la tête et la paroi du train qu'il fallait combler à l'aide de tissus. Tu sentais contre ta tempe la vibration de la vitre. Donc en fait, elle ne pose pas cette partie du front. C'est comme ça. Elle se met comme ça, voilà. Elle se met comme ça. Donc reste. Leaned against it. Le reste est certainement, voilà, ce qu'il y a d'idée, ouais. Voilà. You rested your forehead against the window. Rather, C'est cette partie-là, ouais. you Ouais. leaned against the window. Alors, d'accord, you had. Yes. Et c'est là qu'on s'aperçoit que, voyez, on perçoit pas les parties de la même façon. Alors, against the window, même si c'était peu confortable, alors, even though, oui, even though, it, non, it was Uncomfortable. uncomfortable, oui. Bah, peu confortable, ça veut dire pas beaucoup. Not much, not really comfortable. Voilà. It was rather, pour dire le peu confortable. Là, on est dans la négation du contraire, hein, voilà. Et donc, on modalise en ajoutant le rather, hein, qui va donner l'idée de plus ou moins, quoi, qui correspond au peu, voilà. Alors, même si ça ne durait pas, and, oui, alors, even though it was rather uncomfortable, and, on va le mettre simplement and, on va pas le répéter le even though, hein, and didn't last. No, Sa position, even if it was for a short while. ben, j'aimerais bien ne pas répéter even and even though it was rather uncomfortable and even though it was rather and oui, non, là ça va pas si on met a short while, il faudrait tourner la phrase autrement. Bon, de toute façon, il faut qu'on prenne le temps de relire plus tard, donc on reviendra dessus, il y a des choses sur lesquelles on va bloquer. Là, on va essayer d'avancer quand même. Tu étais souvent gêné par l'espace de quelques centimètres entre l'appui-tête et la paroi du train qu'il fallait combler à l'aide de tissu. Alors, donc, oui, c'est pas always, c'est often. Oui. You were often, oui. Bothered, oui. Oui, par l'espace de quelques centimètres. Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là, justement? Question, voilà. Qu'est-ce que vous allez choisir pour traduire les centimètres? The space. Voilà, c'est ça.
Donc, non, mais c'est pour ça, c'est parce que je voulais que soit soulevé ce type de questions. Moi, d'une manière générale, j'adopte, si vous voulez, le maintien des mesures de l'endroit où se déroule le récit. Hein. Parce que justement, là, si j'adapte les mesures, je déplace culturellement le lieu. Et objectivement, savoir si c'est telle longueur, très souvent, dans un texte de fiction, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de mesurer si c'est grand, si c'est petit, si c'est... Ici, ce qu'on mesure, c'est que c'est gênant. Et là, je crois qu'on peut ne pas utiliser justement de mesure même. Hein, puisque l'espace, en français, l'espace de quelques centimètres, ça ne veut pas dire que c'est grand. Vous voyez, il n'y a pas de mesure. Ça veut dire autre chose. Voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a un petit espace, voilà. Et que, voilà, s'il n'y avait rien, ça, il y aurait. Mais il y a ce petit espace, d'ailleurs, vous le voyez bien, hein, il y a ça, on a ça dans tout, j'imagine, dans tous les trains du monde. Hein. Je ne sais pas tous pris, mais vous voyez, le siège n'est jamais collé à la fenêtre, donc il y a, voilà, il y a une distance. Voilà. Voilà, small gap, voilà. Alors, j'ai mis you often bothered, non, c'est you were. Voilà. Often, oui. Bothered, oui. Alors, by. Voilà, the small gap between the headrest and maintenant c'est la paroi du train. Parce que quelquefois c'est plus la fenêtre là. Et d'ailleurs elle a changé de mot. Comment est-ce qu'on dit? Vous avez trouvé que c'était wall? Et dans un train on dirait wall. The wall. Bon, and wall. Et attendez. Ben, on l'a déjà dit avant pour pas le répéter, ouais. Wall, ça fait bizarre, je trouve. The headrest and. J'étais en train de. Oui, side. Moi, j'étais en train de penser à side, oui. And the side. Partition. On voit bien que vous êtes indien. Hein? Pardon? Vous utilisez le mot partition. Je dis, on voit bien que vous êtes indien. Partition. Non, mais je plaisantais. Hein? Je plaisantais. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on... Moi, je garderais side tout seul. Ou est-ce que, et si on mettait quelque chose du type the small gap between the headrest and the inner side? Je sais pas. Ça... Je sais pas du tout comment on décrit cette partie du train. Ça, je vous l'avoue, j'ai pas idée. D'ailleurs, parce que c'est vrai qu'en français, le mot paroi est extrêmement général, quoi.
voudrais trouver une description. Moi, je crois qu'il faut mettre side. Parce que de toute façon, on comprend bien que le headrest, c'est derrière, et il y a the side. Side panel. Donc, c'est comme un coin, n'est-ce pas? Si j'imagine la scène, c'est comme ça. Ouais, elle est facile à imaginer, la scène. Hein. Elle est facile à imaginer. Vous voyez, dans un train, on est assis, il y a le headrest, et ben, c'était pour parler répéter window. And the side. Juste corner. Non, parce que c'est pas une corner. Il n'y a pas de corner, justement, puisqu'il y a un gap. Small gap between the headrest and the side. Non, mais je crois que c'est ça. Je crois que ça devrait marcher. Alors, et même pas besoin de marquer la paroi du train, puisque de toute façon, elle est assise dans le train, donc c'est pas... qu'il fallait combler à l'aide de tissu. Alors, between the headrest and the side. Ah, qu'est-ce que... Oui,